allez devoir m'excuser. Il n'y a aucune planification de la présentation. Alors, c'est vraiment spontané jusqu'à un certain point. En ce sens que j'ai pris aucune note pour écrire ça. Fait qu'elles sont avec moi, toutes les deux. Et comme à l'habitude, elles vont me demander de l'attention parce que quand je me mets à parler ou quand je me mets à chanter, elles viennent automatiquement chercher mon attention. Bon. Alors, c'est dit. Ben, c'est bien une petite ronronne. Hein? Voilà. Ça fait que faut faire avec. Vous n'êtes pas content, mais vous savez quoi faire. Vous avez juste à fermer à l'ailleurs. C'est pas plus compliqué que ça. Ne laissez pas des commentaires désobligeants parce que je vais tout simplement les enlever et vous bloquer. Voilà. C'est le combat de mon existence. Et puis, je peux pas aller dans tous les détails, ça finirait plus. Bon. Dernièrement, j'ai recherché sur mes ancêtres, des deux côtés de la famille, mais particulièrement du côté de... Comment je te dis? J'ai vraiment porté attention sur les deux côtés de la famille, malgré que mon soi-disant père n'était vraiment pas aimable. Parce que quand même, je veux dire, faut quand même considérer qu'il y avait plus que mon père dans la lignée, n'est-ce pas? Donc, et puis tout en considérant ces deux aspects-là, ces deux côtés de la famille, j'ai une tendance vers ma mère. J'ai une tendance à prioriser ma mère. Pour des raisons que je n'ai pas encore révélées sur cette chaîne. Je n'ai pas qu'une seule chaîne, mais c'est pas encore fait sur cette chaîne. Et j'ai découvert... Bon, bref, je descends. J'ai vraiment une descendance de famille royale directe. Et ce, pas seulement de la France. Mais je veux pas tellement m'étendre là-dessus. Parce que plusieurs d'entre nous, Québécois, que nous le soyons conscients ou pas, nous descendons de famille royale. OK? Ceci étant dit, il y a quelqu'un de très gentil que je connais depuis mon enfance qui veut bien m'aider à ça fait que apparemment qu'il faut que je crache le morceau pour, espérons-le, devenir plus fonctionnel. Mais je me rends compte, en méditant sur la situation, que il faudrait que j'agisse avant de quitter ce monde. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on s'en va, puis veut pas, à toutes les années, on prend un an de plus, n'est-ce pas? Puis à un moment donné, à force de prendre des années de plus, on prend des décennies de plus. Toujours est-il que notre vie se raccourcit de plus en plus, même si on n'est pas malade comme tel. J'ai pas de maladie, mais je veux dire,
En tout cas, bon, ceci étant dit. Fait que j'en ai très gros sur le cœur de la façon que ma mère et moi, nous avons été traités par la... Et c'est très facile à comprendre pour ceux qui auraient des expériences similaires à la mienne. Bon, je ne m'étends pas sur le sujet. Je suis contente de m'être assise avec mes chattes. D'habitude, ma souffrance, comment que je gère ma souffrance, c'est très simple. En travaillant, en travaillant, en travaillant et en travaillant. Ça fait que là, j'ai décidé de me mettre à l'écart de mon ordinateur, m'asseoir avec mes chattes sur mon lit, tout simplement. Puis ça nous fait du bien. Donc, ça fait des années que je publie que je suis très dérangée de la façon que ma mère a été traitée par la société. Les femmes et leurs droits. Oh mon Dieu. En tout cas, c'est pas toutes les femmes qui ont eu cette expérience-là, j'en suis très consciente. Moi, c'est une expérience intergénérationnelle de femmes qui ont été sous-estimées et maltraitées. Et puis c'est venu jusqu'à moi, bien entendu, parce que mon père, mon soi-disant père, est un sadique alcoolique. C'est tout ce que je vais dire à son sujet. Ceci étant dit, faut comprendre, c'est pas facile pour moi de parler de ça. Puis, je me filtre beaucoup. Fait que ce qui a été fait à ma mère et à moi, c'est difficile. Ça a causé chez moi de la fatigue chronique. Et je suis loin d'être à mon meilleur. En fin de compte, c'est une honte que je porte sur mes épaules depuis que je suis consciente. Parce qu'il ne faut pas penser que le sadique alcoolique n'a rien fait. À ma mère et à moi. Sans compter que son père, à ma mère, l'a mise à la porte à l'âge de 14 ans. Non pas parce qu'elle était turbulente, mais parce que monsieur avait la difficulté à se contrôler et ils ont eu 15 enfants. D'accord? 15. OK? Ma grand-mère, bien, était plutôt une personne qui était soumise, bien entendu. Mais je ne l'ai pas connue, je ne peux pas en dire plus. Mais c'est facile à déduire. 15 enfants, c'est une femme qui passe par l'accouchement 15 fois, là. Ça devait avoir son voyage bien avant 15. Hein? OK. Fait que... moi, on m'a arraché ma mère, j'avais 5 ans. Et de façon officielle, à l'âge de 8 ans. Et si on devait se faire mettre dans une asile parce qu'on
on fume la cigarette et qu'on est codépendant parce qu'on s'est fait mettre à la porte à l'âge de 14 ans. Tu sais, je veux dire, si c'est ça que ça prend pour aller en asile, il y en a beaucoup qui y auraient été, n'est-ce pas? Et puis, les personnes les plus dangereuses ne se retrouvent pas là. Mais ma mère, je vous le dis, là, ma mère, j'avais 5 ans quand ça a commencé. Et je me rappelle que ma mère, c'était une femme comme tout le monde, là, je veux dire. C'est juste qu'elle était dépendante de mon père, ce qui n'était pas rare, surtout quand tu n'avais pas de... Tu sais, je veux dire, à l'époque, les femmes avaient à peine le droit d'aller voter, hein? Et puis, c'était à l'époque où... En fin de compte, ma mère, elle s'est mariée, elle était encore mineure. Parce qu'à l'époque, l'âge majeur, c'était 21 ans. Tout comme ma grand-mère, d'ailleurs. À l'époque, c'était 21 ans pour l'âge de la majorité. Et elle s'est mariée à l'âge de 17 ans. Oui, elle était également mineure. Donc, c'était des femmes mineures qui se mariaient et avaient des enfants. Bon. Mais, faut pas oublier le bonhomme dans le portrait, là, hein? Mon grand-père et puis mon soi-disant père. Bon. Mais je vais juste mettre un petit peu de... Je mets un petit peu la base. Mais à un moment donné, il s'était fait dire, parce que lui, il travaillait dans un hôpital, là, il était connecté. Et puis, il s'est finalement fait dire... Ce qui était enseigné après la Seconde Guerre mondiale dans les femmes dans ce pays, et j'ai fait la lecture d'une partie de cet ouvrage que je vous mets en copie d'écran dans ma vidéo 55 pédophilie et culture du viol. Votre santé, mesdames, est quand même bien moins importante que celle de votre mari, et donc on est toujours là-dedans en 2020. C'est-à-dire que la santé des femmes est négligée dans nos cultures, comme je vais continuer à en parler un peu plus dans la vidéo, mais en gros, le seul moment finalement où la parole des femmes va être entendue en matière de santé, c'est pendant les 9 mois où elle est enceinte. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est le seul moment, si elle s'apprête à être mère, à être reproductrice, où là, si elle dit un truc, qu'elle a un symptôme, qu'elle a mal ci ou là, etc., alors là,
tout le monde est aux petits soins, voire même trop, hein, je veux dire. Et donc, faut pas s'étonner si certaines femmes abusent, c'est vrai, pendant leur grossesse, de cette recrudescence d'attention qu'elles ont enfin. Et ça va durer que 9 mois dans ta vie, hein. Enfin bref, à chaque fois que tu seras enceinte, tu pourras effectivement bénéficier de l'absence du programme Cause toujours. Après, c'est d'autres programmes qui sont en route, hein, mauvaise mère, et cetera et ainsi de suite. C'est bien cette observation systémique, hein, des soins très genrés qu'apportent les femmes aux très jeunes enfants, qui nous permet de mettre au jour la stratégie adaptative virale du parasitage archontique de notre mental. Comme l'a très bien analysé Francine Sporenda, hein, dans son article sur l'inefficience des lois soi-disant pro-femmes contre le viol, hein. Je vous remets en description le lien vers cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, parce que tout est dedans, hein. Je cite la partie la plus importante. Le patriarcat néolibéral ne vise plus simplement à coloniser les corps et les cerveaux féminins. Son nouvel objectif est de coloniser le féminisme lui-même, ce qui est déjà fait, hein, avec le féminisme néolibéral, pro-sexe, pornographe, etc., hein. Bon, là, je vous renvoie à toutes mes premières vidéos, hein, au début de ma chaîne, hein. Il faut que vous compreniez que quand je parle de patriarcat, je vous parle d'un virus mental, hein, qui colonise le cerveau aussi bien des hommes que des femmes. Bon, revenons à nos moutons. Les personnes souffrant de troubles psychotiques et de psychose sont majoritairement des hommes, hein. C'est la raison pour laquelle le seul endroit où vous trouverez que des infirmiers, c'est en psychiatrie, en raison de la force physique nécessaire, hein, pour contenir certains schizophrènes, alors que les femmes vont plutôt être concernées par des troubles névrotiques. C'est pour ça que ce sont principalement elles qui remplissent les cabinets de psychanalyse et de psychothérapeutes. Alors, dans les troubles psychotiques ou dans les psychoses, hein, la personne atteinte est un danger pour les autres et pour elle-même. C'est d'ailleurs pour ça que la société décide de les écarter, hein. Dans les troubles névrotiques, la personne est avant tout un danger pour elle-même, hein. Et c'est là que j'en entends penser certains. Mais comment se fait-il que s'il y a plus d'hommes psychotiques, on trouve plus de femmes en psychiatrie? Alors c'est une apparente contradiction qui n'en est pas une quand on prend le temps de creuser le sujet. Beaucoup d'études démontrent que la médecine elle est violente à l'égard des femmes et que c'est très difficile, hein, de se faire soigner que lorsqu'on est une femme, hein, dans ce monde. Beaucoup plus facile pour un homme, hein. Il est entendu tout de suite. Alors que nous, on a souvent affaire à un discours psychologisant, même si le motif de la consultation est basé sur une traumatologie physique bien réelle, hein. Donc ça, c'est le stéréotype les femmes sont douillettes, hein, qui est à l'œuvre. Et là, on est toujours dans la normopathie en secteur, hein, parce qu'on a arrêté toutes ces conneries de l'injonction post-féministe de la seconde vague de l'homme doit absolument assister à l'accouchement, hein, parce que ça donnait beaucoup trop de travail, hein, à l'équipe médicale de s'occuper de la femme en train d'accoucher, s'occuper de l'enfant et s'occuper du mec qui est en train de tourner de l'œil, hein. Et je pense que bien peu d'hommes pourraient supporter les douleurs de l'enfantement. Et donc, en raison du programme Cause toujours, les femmes ont bien plus de chances de finir dans une consultation de psychiatrie que les hommes, pour des motifs en plus qui n'ont pas grand-chose à voir, hein, avec leur supposée fragilité psychique. Et alors là, hasard fortuit, il se trouve que, la France étant le territoire de prédilection de la théorie freudienne, la plupart des psychiatres sont formés uniquement à la psychanalyse en approche thérapeutique, car la psychanalyse est à la fois une théorie et une méthode thérapeutique. Or, il est avéré, quand on fait ces recherches, que la théorie de l'Oedipe de Freud est une fraude, volontairement faite par Freud, parce que la société bourgeoise, misogyne et incestueuse de son époque lui a demandé de revoir sa copie par rapport à la théorie de la séduction, puisque Freud savait très bien que les femmes hystériques étaient en fait réellement victimes d'abus sexuels et non pas victimes de leur fantasme oedipien. Une fois que la nana, donc, elle est en face du psychiatre, hein, elle est de nouveau, hein, en face finalement d'un égrégore, hein, misogyne, ou de toute manière, elle ne sera toujours pas entendue, prise en compte, hein, et en définitive, elle risque effectivement de finir par développer une véritable dépression, là où au départ, il n'y avait qu'un état dépressif passager, et tout à fait normal, hein, au regard de tout ce qu'elle a déjà enduré. D'autre part, hein, en vertu du stéréotype tu es folle, hein, dès qu'une femme commence à s'opposer, à dire non, hein, à vouloir sortir de ses programmes de soumission, combiné au fait que la parole d'un homme vaut toujours plus, hein, que celle d'une femme, il est beaucoup plus facile à un mari de faire interner sa femme que l'inverse, hein. Donc au bout de la chaîne de ce système oppressif à tous les niveaux, ouais, on trouve plus de femmes en psychiatrie, tu m'étonnes. Je résume, hein. En raison des stéréotypes de genre, hein, patriarcaux, les hommes sont sous-diagnostiqués et les femmes surdiagnostiquées en psychiatrie. Ce système rend les femmes carrément malades, hein, si vous rapatriez là dans votre pensée l'épisode 0, hein, où je vous explique déjà
tous ces conflits psychiques qu'il y a depuis une quarantaine d'années. Bon, les gars, la masculiniste n'arrête pas de nous dire, je sais pas trop quoi là, que elles sont devenues trop exigeantes, nanana machin. Mais s'ils avaient à se fartir la même chose, je pense qu'ils tiennent même pas une semaine avant de fondre un plomb. Et après, on est dans une boucle réentrante qui permet à certains statisticiens limités de dire: «Oh, les femmes sont plus fragiles psychiquement que les hommes». Donc renforcement du stéréotype patriarcal qui a provoqué un tel effet. Et Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Donc tout ça est une machine bien huilée. Et le fait qu'il y ait des femmes médecins ne change rien à l'histoire. Parce que vu ce qu'elles doivent se manger, les femmes médecins, pendant la formation pour tenir, elles sont obligées de se laisser coloniser le cerveau. Donc, étant donné que les femmes s'en prennent beaucoup plus que les hommes dans la tronche, globalement, et que pour autant, la plupart d'entre nous ne devenons pas psychotiques ou même névrotiques. On ne devient pas pour autant des dangers pour autrui. Il y a quelques cas isolés, n'est pas un fait social, contrairement aux violences conjugales. Et je ne l'ai vraiment pas fait exprès, mais bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'actualité est en train de me donner raison, puisque en raison de ce confinement Covid-19, ils ont dû ouvrir des unités spéciales pour les femmes battues, parce que le fait que les couples soient confinés, voilà, ça fait exploser les violences conjugales. Voilà, c'est encore une fois une invitation à nous voir la réalité pour ce qu'elle est vraiment et que finalement, sur quoi franchement sont basés les couples. Ah bah, une fois que tu es confiné, enfin, tu sais finalement vraiment qui tu as épousé ou avec qui tu partages ta vie depuis quelques années. Et à l'époque, fait que, il s'était fait dire, monsieur, parce que lui, il voulait la faire rentrer, mais pas juste dans une aile psychiatrique. Parce que lui, il voulait avoir la garde des enfants, il voulait s'en débarrasser. Le rôle qu'elle avait joué dans sa vie était terminé. En lui donnant le fils qu'il voulait avoir. Moi, je suis la première. Il y a eu 2 enfants. Bon. Ça fait que maintenant qu'elle était devenue désuète dans sa vie, il voulait s'en débarrasser, mais il voulait avoir la garde des enfants. Fait que monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Dans un premier temps, il n'était pas très organisé, fait que il la retournait automatiquement parce qu'il n'y avait pas d'affaires là. Ça fait que mon père, soi-disant, aussitôt qu'il y a eu les enfants, le garçon qu'il voulait avoir, en fait, c'était pas les enfants qu'il voulait avoir, c'était le garçon qu'il voulait avoir. Donc, aussitôt qu'il y a eu le garçon qu'il voulait avoir, lui, le rôle que ma mère avait à jouer dans sa vie était terminé. Donc, il l'a mis carrément dans les vidanges. OK? Même ça aurait été préférable qu'il le mette dans les vidanges. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que lui, il travaillait dans un hôpital à l'époque qui n'était pas Robert Giffard. OK? Je le mentionne, je le précise. Monte un dossier sur elle. Et à l'époque, ça marchait. C'est ce qu'il a fait. Il a monté un dossier sur elle. Puis parce que ma mère était abusée par mon père, soi-disant, moi aussi, étant donné qu'il était sadique, il détestait particulièrement ma mère et moi. Donc, elle voulait s'en départir, n'est-ce pas? Elle voulait quitter la situation dans laquelle elle était, mais à l'époque, il n'y avait pas de ressources pour les femmes. Et elle n'avait pas de famille, malgré qu'elle était 15. Parce que un coup que mes grands-parents l'ont mis à la porte, ben il n'y a pas un oncle ou une tante qui l'ont pris chez elle pour dire, ben garde, viens chez nous, là, puis reste chez moi lorsque tu vas atteindre 21 ans. Après ça, tu vas devoir partir parce que je suis ton frère ou ta soeur, je suis pas ton parent, là. Mais tu sais, il aurait pu y avoir quelque chose comme ça qui se produise. Mais non, c'est pas arrivé. Ce ne fut pas le cas. Donc, ma mère, elle était pas mal seule à elle-même dans ce monde-là. Fait que, puis il y avait, comme j'ai dit, il n'y avait pas de ressources pour femmes. Quoique c'est pas le paradis sur terre pour autant. Je vais le mentionner.
Donc, fait que, qu'est-ce qui arrivait? C'est quand elle voulait s'enfuir, ben, mon géniteur, il attendait 24 heures, puis il appelait la police sur elle. Tout simplement. Ah, ben là, s'est enfui, puis là, ben. À l'époque, c'est pas qu'il apportait disparu, c'était pas ça. C'est qu'à l'époque, on était encore dans une société patriarcale, mais ça l'était encore plus à la fin des années 60. Fait que, en fin de compte, ma mère était considérée comme la propriété de mon père, puis ben, quand elle s'absentait pendant 24 heures, ben, il pouvait se plaindre à la police qu'elle s'est absentée pendant 24 heures, puis là, ben, la police, elle la cherchait, puis elle... Fait que c'est comme ça que mon géniteur a finalement réussi à la faire rentrer. Et puis à l'époque, ben, quand tu étais rentré dans la bâtisse, ben, t'allais y rester. À l'époque, c'était t'embarquer dans une espèce d'engrenage. Et puis tu étais foutu. Mais c'est ce qui est arrivé. Parce que là, ma mère, ils ont fait beaucoup d'expériences sur elle. Compte tenu qu'il y avait le feu vert maintenant. Parce que là, c'est ça. Mon géniteur étant un sadique et un alcoolique, mais il savait exactement il faisait ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait. C'était le boss. Et puis, ben, ça marchait comme lui voulait. Mais, par contre, mon frère et moi n'aurons pas d'enfants. Ce qui veut dire que lorsque mon frère et moi allons décéder, bien, la lignée de cet homme-là, qui pourtant voulait avoir une descendance, ça va s'arrêter net frais sec. C'est le karma qui revient, n'est-ce pas? Bon. Mais un coup que elle est rentrée dans cet hôpital-là, c'est ça. Parce que ma mère était juste codépendante. Et parce que j'ai étudié en psychologie. J'ai une maîtrise en psychologie. Fait que à partir du moment que ma mère a été internée, eh bien là, elle allait être à la merci de ces personnes-là qui travaillaient. On parle, comme j'ai dit, on parlait de la fin des années 60, 1960. Ça fait que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais elle a eu une vie d'enfer. Elle est restée là pendant 42 ans. Et c'est pour ceux qui peuvent s'imaginer que c'était pas possible, là, ben, ici on est au Québec, hein? Et puis, si vous avez de la mémoire, bien, en tout cas, je vais allumer la mémoire collective. Les orphelins de Duplessis, est-ce que ça vous dit quelque chose? Lise Côté est une orpheline de Duplessis. Elle a fréquenté plusieurs orphelinats et couvents de Québec dans les années 60. C'était facile de placer les enfants dans ce temps-là. Les gens, ils avaient un petit peu de misère, ils n'y arrivaient pas, ils les plaçaient. Mais elle n'y est pas restée assez longtemps au goût du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui lui a refusé sa demande d'aide financière. Il y a des endroits où je suis allée, ils disent qu'ils ne me trouvent pas. Mais moi, je suis allée là, puis je connais quelqu'un qui a eu l'aide, puis qui sont allés là. Donc, qui ont eu les dossiers. moi, j'avais des fois l'impression que c'était comme un peu la roulette russe. 18 ans après que les orphelins de Duplessis aient accepté une offre de la part du gouvernement pour une compensation financière pour des années d'incarcération injuste dans une institution psychiatrique, 6 510 demandes d'aide financière ont été reçues. 2 092 ont été refusées. Il n'y a aucune raison
pour ne pas les avoir au moins accordés, leur donner au moins un 15 000 là, au moins pour commencer. Ils m'ont jamais donné une scène, mais ils sont jamais excusés non plus. Cet orphelin qui aujourd'hui habite Saguenay n'a eu aucune réponse à sa demande. Son dossier aurait été perdu. Des claques dans la de la tête, puis des coups de pied, ce qu'on pense. C'est entre 1940 et 1970 que de nombreux enfants laissés à l'abandon se retrouvent dans différents instituts au Québec. À plusieurs reprises, ils y subissent des sévices physiques et psychologiques. Elle me ramasse par la joue comme ça, puis elle me tire à terre. C'est venu tout enflé, ça a passé par toutes les couleurs. Des coups de poing par la tête, puis d'en face, puis à genoux dans le coin, dans des heures de temps. J'ai goûté pas mal. Certains orphelins de Duplessis nous ont avoué avoir tourné la page sur cette période pénible de leur vie. D'autres, encore aujourd'hui, vivent avec des séquelles psychologiques et croient qu'aucune somme d'argent ne sera suffisamment importante pour oublier ces souffrances. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, à Québec. Bon, les orphelins du Duplessis, c'est arrivé juste un petit peu avant que ma mère soit internée. Et puis ces enfants-là étaient seulement des enfants qui n'ont pas été voulus par la société parce que leur mère n'était pas mariée. À l'époque, on était très catholique, n'est-ce pas? La société québécoise à l'époque était très catholique. J'ai eu 2 enfants. Il y a combien de temps, ça? Ça fait 15 ans le premier. Puis le deuxième, je l'ai eu au bout de 3 ans. C'était le même père? C'était le même père. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas gardé? C'est surtout le moyen qui m'a manqué. C'est surtout les parents. Il n'aurait pas été consentant à ça. Est-ce que vos parents étaient au courant? Non. Vos parents n'ont jamais été au courant? Non. Mais racontez-nous, là, c'était dans quel milieu d'abord? Vous habitiez en province? Oui. Et puis, vous aviez quel âge à ce moment-là, votre premier enfant? J'avais 28 ans. Mon premier. Et puis, comment est-ce que c'est arrivé, en somme, que vous vous êtes mise dans cette situation-là? J'ai tombé en amour. Ça faisait déjà 7 ans que je sortais avec le même homme. Parce que je manquais d'affection de mes parents. Il n'y avait pas de contact du tout avec vos parents? Ils étaient très sévères? Ils étaient très sévères. Puis alors, vous avez pris la décision, alors, de prendre le risque, peut-être, d'avoir un enfant? Mais je savais pas comment que ça se faisait, les enfants. À 28 ans? Vos parents ne vous avaient rien? Ils m'avaient rien dit. Alors, je l'ai appris de moi-même. Et puis, votre ami, est-ce que lui était au courant de votre innocence? Oui, oui. Il s'en est aperçu. Et il en a profité, en somme. Puis quand il a vu que j'étais enceinte, il était prêt à m'envoyer pour me faire avorter. J'ai dit, je m'en vais pas me faire avorter. Je vais m'en aller voir un médecin, puis je vais m'en aller à Montréal. Je vais aller voir mon enfant. Vous le vouliez, cet enfant? Je le voulais. Est-ce qu'il vous a aidé à... Non. Il ne vous a pas aidé pour votre accouchement? Il ne m'a rien donné. Mais il aurait été prêt à payer l'avortement? Oui, oui. Mais alors, puisque vos parents ne savaient rien, vers qui vous êtes-vous tourné? Je me suis tournée vers ma cousine. Pour ça, je me suis recommandé une artiste qui m'a aidée. Ici à Montréal? Oui. Mais au fond, puisque vous ne saviez pas comment on faisait les enfants, comment vous êtes-vous rendu compte que vous étiez enceinte? Mais je suis allée voir mon médecin. Vous étiez malade ou quoi? J'ai tellement vomi, j'ai fait une crise de foie. Pour ça, mon médecin m'a examiné, il m'a dit qu'elle était enceinte. Alors, vous êtes arrivé à Montréal.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en allée dans une maison privée. Puis elle m'a gardé le temps d'avoir mon bébé. Puis c'est elle qui est venue me reconduire quand c'était le temps, à l'hôpital. Puis elle est venue me voir tout le temps que j'ai été à l'hôpital. Elle est venue m'apporter des fleurs, m'a gâté. Puis vous n'avez pas eu envie là, de garder votre bébé puisque vous le vouliez tellement? Mais non, c'était impossible. J'aurais pas pu retourner chez nous. J'avais pas d'argent. Mon médecin m'avait prêté de l'argent pour m'en aller à Montréal. Et il vous aurait fallu de l'argent pour... vous auriez pu travailler peut-être, non? Pour, je travaillais pour... Oui, mais alors il vous fallait de l'argent pour quoi, pour le garder? Il me demandait un certain montant. Il fallait que je paye... À la crèche? Oui. Et si vous ne pouviez pas payer ce montant-là, vous perdiez votre bébé? Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait quand... J'ai souffert, le martyre, j'y pense encore, comme c'était la première journée. C'était un petit garçon ou une petite fille? Un petit garçon. Ça, c'est le premier, ça. Puis vous en avez eu 3 ans plus tard, vous en avez eu un deuxième. Avec le même homme. Vous êtes retourné chez vous? Oui, j'ai retourné tout de suite. Sans rien dire à personne? Non. Mais vous deviez donc bien l'aimer, cet homme-là? Je l'aimais. Et lui ne voulait pas vous épouser? Je lui en ai pas parlé. De vous marier? Et lui, est-ce qu'il était célibataire? Est-ce qu'il est célibataire? Il était célibataire. Et alors, pour le deuxième, il a voulu encore que vous vous fassiez avorter? Oui. Puis vous êtes revenu à Montréal, et puis vous avez eu le deuxième, Oui. et puis vous avez encore été obligé de l'abandonner. Oui. Est-ce que vous les avez revus, vos enfants? Non. Est-ce que vous savez où ils sont? Non, je sais pas. Est-ce que vous avez essayé de savoir? Non, j'ai pas essayé. Parce que vous ne voulez pas? La fille du bien-être social, elle m'avait conseillé, j'étais mieux de donner mes enfants plutôt d'avoir de la misère. Surtout avec les parents que j'avais. J'avais été élevée tellement sévèrement. Est-ce que c'est une obsession? Est-ce que ça vous empêche, au fond, de profiter de la vie, de vivre? Avant, je pensais seulement qu'à ça. Avant? Mais depuis, là, depuis 1 an, là, j'ai oublié un peu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous... J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait oublier. Parce que c'est surtout mon médecin. Ça faisait 7 ans qu'il disait « Oublie ça, pense plus à rien. » Un médecin à Montréal, ici? Oui. Parce que vous étiez vraiment très mal en point. Je dormais pas, je mangeais presque pas, puis je pleurais. Alors il vous a aidé? Il m'a tellement aidé. Alors est-ce qu'on peut dire que vous vous faites une raison Oui. maintenant, en quelque Oui. sorte? Oui. Qu'est-ce que vous vous dites? Puis j'aimerais tellement ça les revoir. D'abord, je sais qu'ils doivent être très jolis. Leur papa était très joli. Et leur maman est loin d'être laide. Mais est-ce que vous avez aimé quelqu'un d'autre? Non, j'ai pas été capable d'en aimer d'autres. Est-ce que vous n'envisagez pas, vous ne l'avez pas revu quand même? Je l'ai pas revu. Depuis plusieurs années? Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Puis vous ne le reverrez plus?
vouloir, je le reverrai. Je ne veux plus le revoir. J'ai tellement souffert. Mais alors, quand même, est-ce que vous n'envisagez pas de refaire votre vie, Comment voyez-vous la vie, là, pour vous? Vous ne faites pas quand même vivre dans le Et là, passé. je vois la vie mieux qu'avant. Là, je la vois sur un bon... Sous un meilleur jour? Oui, oui. Mais est-ce que vous pensez que vous pourriez refaire votre vie avec un autre homme? Est-ce que vous avez rencontré peut-être quelqu'un qui serait prêt, qui connaît... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît votre histoire et puis... J'ai rencontré un type qui connaît toute mon histoire. Je lui ai dit. Il est consentant à tout ça. Il dit pourquoi t'as pas gardé tes enfants. Puis il voudrait vous épouser, lui? Oui. Et puis, vous ne voulez pas, vous? Je le trouve un peu trop jeune. Puis est-ce que vous avez gardé une sorte de méfiance quand même envers tous les hommes? Ou... Surtout. Vous n'arrivez pas à lui faire confiance à un homme? Quoi. Non. Ça va mettre un peu de temps, quoi. Oui. Est-ce que vous pensez vous pensez parfois que vous aimeriez refaire votre vie, que vous aimeriez vous marier, que vous aimeriez avoir d'autres enfants? J'aimerais ça d'avoir mon foyer à moi, puis avoir mes choses à moi, puis avoir un enfant à moi. Est-ce que vous pensez que ça, vis-à-vis des autres, est-ce que ça vous les ferait oublier un peu, pensez-vous? Oui, ça me ferait oublier. Ils seraient gâtés, non? Oui, on veut dire que mon ami les gâterait. Puis moi aussi, aujourd'hui, là, d'avoir un autre, pas être marié, je le garderai. Je me ficherai de mes parents. Vous leur en voulez, hein? Oui. Et qui était sévère. Alors au fond, là, vous vivez entre une grande misère et puis l'avenir. En somme, vous essayez de vous dire que ça ne peut pas aller que plus mal, en tout cas. Ça ne peut aller que mieux. Oui. Eh bien, les enfants qui étaient nés de mère-fille, c'était une honte. Quelques milliers dans un grand pré, juste des pierres dessus la terre. Ils ont payé pour leur fierté. Tous ces Saxons qui ont dit non, Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. Guerrier vaincu par le zénus, c'était pas dur, un petit parjure, rien qu'une fois dire je crois.
mais se mettre à genoux, c'était plus fort que vous. Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là, pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. Une fois tous tués, qu'est-ce qui restait? Vos terres données à des curés et vos enfants en communion, les dieux se noyant dans votre sang. Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là, pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. 1000 ans après, si vous saviez, il y a quelques fous qui pensent à vous, qui pourraient les regarder crever. Mais vos pierres réveillent notre colère. Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là, pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. Verden, Verden. Car cette croix qu'ils ont mis là, on en fera du petit bois. Car pardonnez, nous, on connaît pas. Revenant aux orphelins de Duplessis, et puis ils les ont enfermés, ils les ont cachés. Probablement que c'était ça l'idée, mais là je dis ça sous toute réserve, d'accord? Probablement que l'idée c'était de les cacher, puis la meilleure façon de les cacher c'était de les enfermer. Les enfermer où? Ben, les enfermer dans une asile. Parce que là, c'est sûr que ils traînent pas tellement dans la société, n'est-ce pas? Comme ma mère d'ailleurs. Ça fait que si vous n'êtes pas capable de comprendre que c'était possible vers la fin des années 60, au début des années 70, qu'une femme se fasse traiter de la sorte, eh bien, rappelez-vous des orphelins de Duplessis, pour ceux qui ont une mémoire. Je fais ici appel à la mémoire collective. Alors, je vais m'arrêter ici. Pour ceux qui m'ont accompagné jusqu'à la fin, je vous remercie de votre écoute.